Alors pour commencer, si vous pourriez vous présenter rapidement et dire sur quoi vous avez travaillé sur le livre. On commence. Voilà. Donc moi je m'appelle Amélie Artutas, je suis professeure d'histoire-géographie, je suis aussi militante syndicale au SNES-FSU et dans le livre j'ai fait un chapitre qui s'appelle « Le numérique contre le travail enseignant », point d'interrogation. Bon, après le point d'interrogation est assez rhétorique parce que ma démonstration consiste à montrer ceci justement. Et j'ai travaillé là-dessus parce que c'est une question que j'ai travaillé aussi syndicalement au SNES. Et puis c'est une réflexion issue du quotidien du travail dans la classe. Et puis hors de la classe aussi, parce que le numérique, c'est pas que ce qui se passe avec les élèves, c'est aussi tout le reste. Voilà. Je m'appelle Christophe Caillot, je suis enseignant en histoire-géographie, dans le secondaire également. Et mon chapitre dans le livre est consacré, alors doit s'appeler « La EdTech à l'assaut de l'éducation ». Et donc voilà, ça porte sur ces grandes manœuvres des industriels du numérique éducatif sur le secondaire essentiellement, et ça part d'interrogations là aussi professionnelles. Et comme Amélie, je suis aussi militant au SNES-FSU. Ok. Du coup, on a prévu des questions sur 2 volets différents, mais vous pouvez répondre comme bon vous semble. Il y a plus un volet sur le côté réseau de la EdTech au niveau national, et plus un côté sur le travail enseignant plus précisément. On va peut-être commencer par le travail enseignant en particulier. On voulait vous demander du coup des questions assez générales. Qu'est-ce que vous pensez du numérique par rapport à nous comme métier d'enseignant? Est-ce que le numérique facilite le métier d'enseignant ou est-ce qu'il le contraint? On en parlait justement en venant jusqu'ici. C'est une question qui est au cœur de la réflexion parce que quand le numérique est promu soit par l'institution, par le ministère de l'Éducation nationale, soit par la presse, par des acteurs extérieurs au monde éducatif, évidemment, il est toujours présenté comme quelque chose qui va nous faciliter la vie, qui va nous redonner l'envie de faire ce métier, qui va nous faire du bien, quoi. C'est jamais présenté comme quelque chose de contraignant, c'est toujours présenté comme libérateur, voire émancipateur, sortons les grands mots. Et quand on creuse un petit peu, quand on parle aux collègues, quand on le pratique, on se rend compte que ça reste quand même une contrainte majoritairement, ne serait-ce que pour des questions bassement matérielles. C'est que quand on vient faire cours avec son cerveau, des feuilles de papier, des crayons, on est sûr qu'on ne va pas tomber en panne. On a rarement vu une panne de cerveau. Alors que quand on vient en cours avec quelque chose qui a été préparé avec des outils numériques, ordinateur, vidéoprojecteur, une clé USB, je ne sais quoi, le premier risque, c'est qu'on perde sa clé USB, qu'elle ne fonctionne pas, que l'ordinateur ne fonctionne pas. Et si on n'a pas prévu une solution de secours, on est coincé. Donc cette première question matérielle montre bien que c'est une contrainte. C'est-à-dire que c'est libérateur que si ça marche. Or, il n'y a aucune garantie que ça marche. Et encore, même si ça marche, il y a toute la question de la dépendance à des outils, à des logiciels, à des solutions numériques qu'on n'a pas conçues nous-mêmes. Donc c'est aussi une autre forme d'aliénation. Enfin, c'est peut-être un grand mot, aliénation, mais parfois ça l'est vraiment. Et ça, c'est encore pour l'aspect contenu des cours. Mais il y a toute la partie du numérique qui concerne ce qui ne se fait pas avec les élèves. Tout l'aspect administratif, vie scolaire, cahier de texte, appel, gestion de la messagerie professionnelle, tout ça c'est quelque chose qui fait que le travail envahit la vie personnelle encore plus qu'avant, je dirais. Et on ne peut pas dire que ça soit vraiment libérateur. Et ça, c'est pas une problématique qui est propre aux profs d'ailleurs, c'est une problématique qui est propre au monde du travail en général. Simplement, chez les profs, il y avait déjà une propension à ce que le travail déborde sur la vie personnelle, parce qu'on a en tout cas les professeurs du secondaire, ils ont cette liberté d'organiser leur temps de travail personnel hors la classe, un peu comme ils veulent. Et parfois, ils ont tendance à laisser déborder vraiment beaucoup le temps de travail sur la vie personnelle. Et alors avec le numérique, les possibilités sont décuplées. Donc on ne peut pas dire que ça soit vraiment libérateur de se laisser complètement envahir comme ça par son travail.
Après, on a beaucoup de discours qui nous expliquent à quel point le numérique a permis à un certain nombre de professeurs de faire des choses qu'ils ne pouvaient pas faire avant, sans le numérique. Ça donne accès à des tas de ressources, effectivement. Alors là, on parle d'Internet essentiellement. Voilà, c'est vrai que préparer un cours aujourd'hui, c'est absolument extraordinaire, tout ce qu'on peut trouver comme ressources. Voilà, moi j'ai commencé, quand j'ai commencé, le numérique était balbutiant. On trouvait des choses, mais aujourd'hui, il y a même trop de choses. À la limite, ça devient compliqué de se dire qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je prends pas. Enfin, effectivement, c'est intéressant. Après, voilà, il faut voir tout l'aspect plutôt négatif. Et puis récemment, on s'est quand même aussi pas mal penché sur la question des données personnelles, qui est encore autre chose, et de notre dépendance vis-à-vis de grands groupes qui nous ont appris à utiliser certains outils et dont on a du mal à se défaire. Et ça, c'est encore un autre souci qui n'est pas que celui des profs aussi, et qui est celui de n'importe quel citoyen, n'importe quel citoyen. Par exemple, le fait que les ordinateurs dans les établissements soient sous Windows. Oui, ben voilà, quand on veut choisir, alors moi je suis pas assez geek pour ça, mais quand on veut choisir de ne pas utiliser Windows, quand on veut se mettre à Linux par exemple, je sais pas, toi tu pourras en parler mieux que moi, hein, c'est compliqué d'imposer Linux dans un établissement scolaire. C'est impossible en fait. Ouais. Et quels avantages ça aurait d'imposer Linux dans les établissements scolaires ? Alors ça a de multiples avantages. Déjà un avantage pour utiliser des machines qui ne fonctionnent plus. En fait, Linux est beaucoup moins gourmand en données, et du coup des machines qui sont assez vieilles peuvent fonctionner très bien sur la plupart des usages des enseignants et des élèves. Dans le cadre de l'établissement, c'est de la bureautique, c'est naviguer sur Internet, regarder des vidéos. Et ça se fait maintenant avec un Linux. Je ne vais pas donner une distribution en particulier, mais voilà, c'est quelque chose qui est extrêmement aisé, avec un bureau qui ressemble à celui de Windows. Enfin, il n'y aura vraiment aucun outil, donc aucun problème, je veux dire, avec les élèves ni avec les collègues. Un autre avantage, tout simplement, c'est que c'est gratuit aussi. Ouais. Donc un avantage assez phénoménal, et qui devrait d'ailleurs, et c'est ça qui pose question, qui devrait alerter immédiatement la collectivité qui paye toutes les licences. Donc ça veut dire que derrière, il y a sans doute des intérêts, enfin on le sait, hein, des contrats à différents niveaux entre les grands groupes du numérique et puis les différentes institutions, qui font que la solution payante est préférée à la solution gratuite. Ah, par exemple, pour vous donner un exemple de choix rationnel, dans l'établissement où j'étais précédemment, on avait arrêté d'avoir la licence, la suite Microsoft Office. Et c'était pas parce que mon chef d'établissement était un militant du libre, hein, c'était juste qu'à un moment il avait constaté que voilà combien ça nous coûtait d'équiper les plus de 300 ordinateurs de tout le lycée avec la suite, et donc il avait dit LibreOffice ça marche très bien, c'est bon, on arrête quoi. Voilà. Et personnellement moi j'étais très contente parce que ça doit faire 15 ans que j'utilise plus et que je n'achète plus la suite Office. J'avais un certain nombre de collègues qui avaient tellement l'habitude d'utiliser cet outil-là qu'ils se noyaient dans un verre d'eau en disant c'est pas possible, LibreOffice, ça va pas, c'est nul, j'y arrive pas. Alors que très sincèrement, il s'agit de professeurs qui ont un usage d'une suite bureautique assez basique, ils n'ont pas besoin de fonctionnalités extraordinaires. LibreOffice, ça convenait tout aussi bien, quoi. Mais vraiment, il y a eu chez certains collègues, pas tous, hein, mais il y avait cette idée que Microsoft, c'était forcément mieux, quoi. C'était mieux parce qu'ils étaient habitués, c'est tout. C'est comme quand moi, j'ai essayé j'ai pas essayé, je faisais auprès de mes élèves la promotion, l'idée qu'il y avait d'autres moteurs de recherche que Google et qu'on pouvait peut-être en essayer d'autres et leur montrer comment ils donnaient les résultats de recherche, que finalement on retrouvait à peu près la même chose et que tant qu'à faire, c'était mieux qu'ils utilisent un moteur de recherche qui ne prenait pas leurs données personnelles. Mais il y avait cette espèce de « Ah ouais, mais non, mais c'est mieux Google ». Je dis « Mais comment ça c'est mieux ? C'est mieux parce que vous avez l'habitude en fait. C'est comme si vous trouverez toujours meilleur les lasagnes de votre maman parce que c'est votre maman, quoi. Et puis jusqu'au jour où vous allez manger des lasagnes de quelqu'un qui sait mieux cuisiner les lasagnes, quoi. Enfin voilà.
J'aime bien les métaphores culinaires, c'est un peu ma marque de fabrique. Du coup, pour donner un ordre d'idée, une licence Windows se coûte... J'ai aucune idée. Pour un bah, établissement scolaire, ça finit par faire beaucoup parce qu'il y a beaucoup de machines en général. Ouais, alors en fait c'est sur Windows parce que les outils en effet on a la main dessus et maintenant c'est rarissime les établissements scolaires qu'on la suite Microsoft. Ouais. Enfin, il y en a quand même parce que par exemple dans le primaire sur Dijon il y a des choix qui ont été faits par les mairies et là c'est différent. Alors pour le coup c'est pas Microsoft, c'est Google puisque Google a réussi à obtenir un marché sur le primaire à Dijon en vendant ce qu'ils appellent des Chromebooks. Des trucs qui sont mi-tablettes, mi-portables. Et dedans, il y a la suite Google Office. Je sais plus. Alors, combien c'est ? Plusieurs centaines d'euros. Mais alors, c'est une excellente question. Alors, sur ça, nous, une fois de plus, on est enseignants, on a mené une enquête. Cette enquête aussi, ce livre, c'est un livre qui se présente comme un ensemble d'enquêtes du terrain, de paroles d'experts, mais nous, on n'est pas non plus journalistes. Alors, il faudrait que cette recherche, elle soit prolongée, et en effet, la question de ces sommes faramineuses, il faudrait réussir à les chiffrer, parce qu'entre les environnements numériques de travail, toutes les licences diverses et variées, les ordinateurs en eux-mêmes, toute l'infrastructure qui va autour, il faudrait réussir à chiffrer tout ça. Et nous, on manque de temps pour le faire. En fait, nous, on écrit avec Christophe depuis, je sais pas, ça va faire 3 ans, 4 ans. On écrit régulièrement des billets de blog sur cette question du numérique en lien avec ce qui nous préoccupe beaucoup, c'est-à-dire la marchandisation de l'école en tant que service public. Et on a constaté, en essayant de faire un travail analogue à celui que feraient des journalistes, mais sans en avoir le temps, ni la méthodologie, on n'est pas journaliste, quoi, c'est un métier. On a constaté que c'était quand même difficile de trouver des chiffres précis. Et il y a une des raisons qui explique que c'est difficile de trouver des chiffres précis, c'est que ce sont des budgets qui sont éclatés. C'est des budgets qui dépendent de plein de partenaires différents. Donc il y a les différents niveaux de collectivité territoriale, donc les villes pour les écoles, les départements pour les collèges, les régions pour les lycées. Et ces budgets consacrés au numérique sont noyés dans des lignes budgétaires plus globales. Et donc c'est super difficile d'obtenir vraiment. Là récemment, Valérie Pécresse a annoncé des chiffres pour la région Île-de-France pour le passage au tout numérique d'un certain nombre de lycées de la région Île-de-France. Et je lisais une interpellation d'élus de l'opposition à la région Île-de-France qui montrait qu'il y avait eu, ils ont dépassé le budget qui avait été annoncé largement. Donc ça veut dire qu'eux-mêmes ils sont pas clairs sur les sommes qu'ils annoncent et que ça finit toujours par coûter plus cher que ce qu'ils avaient prévu. Faudrait que je retrouve. Il y a beaucoup d'exemples comme ça où on n'arrive pas à avoir les chiffres précis, puis on n'arrive pas à avoir. Quand c'est des plans qui se déploient sur plusieurs années, on a du mal à chiffrer en fin de compte le plan tout en entier, combien il a coûté, quoi. Et puis il y a toute la question, quand on parle de matériel, il y a toute la question de la maintenance. Parce qu'on chiffre le matériel, mais on ne chiffre pas combien ça coûte de l'entretenir régulièrement. Et ce n'est pas les mêmes budgets, parce que c'est d'un côté budget d'investissement et de l'autre budget de fonctionnement. Donc il faut bien regarder quand on étudie les choses. Nous, on est militants syndicaux, on est élus dans des conseils d'administration, donc c'est des choses auxquelles on est un petit peu attentif. Un budget, en gros, on sait à peu près ce que c'est qu'un budget de fonctionnement, un budget d'investissement. Mais il faudrait avoir des moyens d'enquêter qu'on n'a pas nous. Mais on attend la grande enquête journalistique qui travaillerait sur cette question-là, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas aussi du coup un problème de transparence de ces budgets-là qui, comme vous dites, sont un peu dispatchés entre les régions, les différentes collectivités qui s'en occupent? Est-ce que le matériau journalistique en soi, il n'est pas aussi brouillé pour éviter qu'on ait des chiffres beaucoup plus clairs à analyser avec des sommes très, très concrètes? Donc ça nécessite une enquête, quoi. Ça nécessite une enquête et puis ça nécessite aussi d'avoir de vraies connaissanses en compta, en fait, en lecture d'un budget. Et c'est extrêmement complexe parce qu'entre la dépense initiale, tout ce qu'on appelle les amortissements, et le fait de tout ce qu'a expliqué à Amélie sur le fait que c'est ventilé dans plein de tableaux différents, que ça vienne à la fois de la collectivité mais aussi de l'État.
ou d'autres acteurs encore. Ça peut venir des établissements aussi, d'autres ministères. Si vous êtes un établissement, par exemple, où vous accueillez des sportifs de haut niveau, là, il y a le ministère de la Jeunesse et des Sports qui peut intervenir. Donc, il y a une lecture il faudra faire une enquête extrêmement approfondie à différentes échelles. Et là, voilà, il faut non seulement du temps, il faut des compétences particulières de journalisme, mais aussi de lecture, de budget. Et ça dépasse quand même en grande partie nos compétences à nous. Mais en fait, le problème qu'on a par rapport aux dépenses et au budget consacré au numérique éducatif, c'est que il y a des sommes qui sont avancées comme ça, on les trouve dans la presse, on en cite dans le livre quand même, et souvent on a l'impression que c'est des outils de communication plutôt qu'autre chose, c'est-à-dire souvent pour les collectivités territoriales en particulier, ou même pour l'État, quand il y a eu le grand plan numérique sous le quinquennat de François Hollande, c'est une manière de dire regardez tout ce qu'on fait de bien pour l'éducation, regardez à quel point on y consacre des sommes extraordinaires. Et puis c'est des millions qui sont affichés comme ça. Et voilà, c'est beaucoup de la communication. Et après derrière, on ne sait pas trop ce qu'il y a dans ces millions. Est-ce que c'est du matériel? Est-ce que c'est des réseaux qu'on a améliorés? Est-ce qu'on a branché le Wi-Fi, mis la fibre? On ne sait pas. En fait, c'est des chiffres comme ça. Et on ne sait pas ce qu'il y a derrière, voilà. Donc pas toujours, on va dire, c'est pas toujours très précis. Et on sent bien qu'il y a une volonté de politique de la part des collectivités de montrer aux contribuables, regardez ce qu'on fait de votre argent, à quel point on fait des trucs modernes et sexy pour l'école, on met du numérique partout, c'est formidable. Sans dire que il aurait peut-être mieux fallu mettre les sous dans le chauffage, dans la rénovation énergétique, dans du mobilier pour que les enfants soient mieux assis, enfin je sais pas moi, plein de choses dont on a besoin dans les établissements scolaires. Et du coup, est-ce que vous avez l'impression que les professeurs et les syndicats sont pas du tout écoutés sur ces questions On nous demande rarement notre avis, pour les choix d'équipement par exemple. Nous, c'est une de nos revendications syndicales, c'est que les personnels soient consultés quand on décide de leur balancer des équipements par exemple. Et typiquement, le dernier exemple en date, c'est tous les régions qui ont voulu passer Alors la première qui a donné le là, c'était la région Grand Est, qui a fait ce grand plan lycée 4.0, avec l'idée qu'il fallait passer au lycée tout numérique, sans papier, sans manuel papier, et puis qu'on allait doter les élèves, on allait leur donner des ordinateurs ou des tablettes, je ne sais plus exactement, tu compléteras, les deux. Et là, on n'a pas... Enfin, il y a eu des réunions, mais les enseignants sont exprimés, mais on n'a pas écouté leur avis. Et le résultat, c'est que, en termes de santé au travail, il y a des alertes qui sont faites au niveau des CHSCT, les comités hygiène, santé, sécurité, conditions de travail, je me sais jamais le S, je me trompe tout le temps. Qui montre à quel point ça crée des difficultés en termes d'exercice quotidien du travail qui n'ont pas du tout été anticipées, bien que les organisations syndicales aient alerté. Donc les collectivités ont un agenda politique. Le ministère n'est pas blanc-blanc dans l'affaire parce qu'il il pousse aussi vers le numérique. Et puis en face, il y a les travailleurs, les travailleuses, nous en fait, et on nous demande rarement notre avis. Y compris dans un dernier exemple en date que j'ai vécu moi personnellement, ça a été la pression qui a été mise en Île-de-France sur le choix. On a demandé aux établissements scolaires, dans le cadre de la mise en place de la réforme du lycée, on leur a demandé s'ils voulaient des manuels papier ou s'ils voulaient passer au numérique. Et c'était soit l'un, soit l'autre. On ne pouvait pas mixer. Il n'y avait pas certaines matières veulent des manuels papier, puis d'autres préféraient le numérique. C'était tout un, tout l'autre. Et on a mis une pression de dingue sur peut-être pas partout, mais en tout cas, moi, j'ai vécu et j'ai eu des témoignages vraiment de vouloir consulter les équipes, mais en même temps en leur mettant bien la pression, en leur expliquant que si elles ne passaient pas au tout numérique, ça allait être l'apocalypse, parce qu'elles seraient les dernières pour les budgets d'équipement. Voilà. Et donc on voit bien qu'il y a une pression qui est mise et que quand on émet des réserves, on est tout de suite classé dans le camp des rétrogrades. On
on veut pas le meilleur pour les élèves, on est des frileux, on est des rétrogrades, on est des conservateurs. Enfin voilà. Moi, en tout cas, c'est des discours que j'ai entendus, quoi. Okay. Je termine, le truc le plus insupportable, c'est de nous dire qu'on pense pas aux élèves handicapés et on pense pas aux inégalités sociales. Parce que forcément, le numérique, ça va permettre de lutter contre les inégalités sociales et de mieux inclure les élèves porteurs de handicap. Ça, c'est vraiment la justification qui me hérisse le plus. Du coup, là, vous parlez de pression à l'utilisation du numérique, des injonctions hiérarchiques. Ça a des conséquences psychiques directes sur les enseignants. Tout à l'heure, vous parliez du numérique qui s'exporte aussi hors de l'école. Est-ce que vous pourriez développer sur les conséquences que ça peut avoir psychologiquement ? Il y a ce qu'on appelle alors, il y a des grands mots qui sont utilisés que je ne connais pas forcément très bien, mais par exemple, il y a un terme qui est assez connu qui s'appelle la surcharge informationnelle. Le fait d'avoir l'impression d'être bombardé d'informations, bombardé de demandes, de réagir à des sollicitations. Et avec le numérique, ça ne s'arrête jamais. Donc, l'utilisation de la messagerie professionnelle qui se double de la messagerie sur l'ENT. Il y a aussi un problème qui est lié au fait qu'on doit être attentif à tous les canaux d'information parce qu'on ne sait jamais sur quel canal d'information une demande va nous arriver. Donc ça peut être sur l'ENT, ça peut être sur la messagerie professionnelle. Et donc si on loupe une information, on a l'impression d'être un mauvais prof, quoi, de ne pas bien suivre son travail, de ne pas bien faire son travail. La pression pour remplir le cahier de texte en ligne. Le fait de « Ah, vous n'avez pas mis les devoirs du jour pour le lendemain. » Enfin, voilà, vous n'avez pas bien rempli le cahier de texte. Alors, ça peut être... on peut se faire reprendre par les élèves, par les parents, par le chef d'établissement. Parfois par les collègues aussi. Vous en demandez toujours de plus en plus sous prétexte que les outils le permettent. Voilà, exactement. Il y a une tendance à « Puisque l'outil le permet, pourquoi vous ne le faites pas ?» Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a des formations pour utiliser le numérique de façon, on va dire, optimale et pour pas justement que les professeurs soient perdus dans tous ces outils? Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire des formations ce qu'on peut dire des formations des profs, c'est que la question serait plutôt l'inverse, est-ce qu'il y a des formations non numériques Parce que voilà, ce qui reste dans ce qu'on appelle le plan académique de formation, le PAF, ce sont des formations qui, dans leur immense majorité, propose une entrée par le numérique. Donc enseigner tel objet par le numérique. Enseigner l'histoire-géographie avec le numérique. Voilà, systématiquement le numérique. Et à vrai dire, c'est pas un usage réflexif ou critique avec un pas de côté sur le numérique. C'est vraiment l'idée que il y a un ensemble d'outils. Ça nous est présenté comme des outils. On pourrait revenir sur ce terme. Je pense qu'en fait, il suggère des tas de choses qui sont profondément fausses. Ben alors, il y a des outils, il faudrait se les approprier. Microsoft vient de sortir un outil, comment l'utiliser dans sa classe? En fait, c'est souvent présenté comme ça. Donc, la portée critique que tu suggères, franchement, dans le cadre de la formation institutionnelle, elle n'existe pas vraiment. En revanche, au niveau syndical, on en fait quand même. Le SNES fait des formations qui peuvent être disciplinaires. On était au rendez-vous de l'histoire de Blois il y a une dizaine de jours. Et puis il y a aussi des formations qui sont critiques sur le numérique qu'on a pu animer nous, qui réfléchissent sur les conditions de travail, sur la pression psychologique, etc. Ce que tu suggérais juste avant. Et de manière générale, l'institution ne nous forme pas à faire respecter nos droits en matière de conditions de travail. Et ça, c'est clair que ça n'existe pas. On n'a pas de formation pour comment limiter le numérique, comment sachez arrêter de regarder votre messagerie professionnelle le soir, couper le droit. On n'a jamais eu de formation sur le droit à la déconnexion, par exemple. Ça n'existe pas dans l'éducation nationale. Non. Et même des fois, il faudrait surveiller ça, mais nos mutuelles proposent certaines choses sur la santé. Des fois, on a des formations, par exemple, qui sont proposées par la MGEN, pour ne pas la nommer, sur la voix. Bon, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Sur comment bien gérer le numérique et comment savoir utiliser son droit à la déconnexion, on n'a jamais rien eu. Moi, j'ai jamais vu passer un truc pareil. Au contraire, si jamais on déconnecte, je pense que si on se met tous à vraiment appliquer le droit à la déconnexion et à ne plus regarder les ENT, les messageries professionnelles le week-end, le soir, etc.,
il y en a qui vont voir flou là, au niveau de la hiérarchie, parce qu'il y a quand même des chefs d'établissement qui sont capables d'envoyer des mails du jour pour le lendemain, à 22h, pour expliquer telle information importante. C'est pas la majorité, mais ça existe. Bon, après, il y a des collègues qui le font aussi, c'est-à-dire qu'on est vraiment aliéné, on a vraiment du mal à se dire qu'un mail n'appelle pas une réponse immédiate dans les 30 secondes. Quoi. Et quand bien même ça existerait ponctuellement, parce que ça se trouve, il y a des académies où il y a des formations comme ça, il faut voir le mouvement massif. Quoi. Le mouvement massif, il nous pousse de tas de manières différentes à utiliser de plus en plus le numérique, à être soumis au numérique, à être les outils du numérique. Et après, ponctuellement, ça peut exister. Regardez dans l'actualité, il y a Orange là, qui réussit à faire des campagnes de pub pour apprendre aux adolescents à se déconnecter, à moins utiliser leur téléphone portable. J'ai vu, il y a un ado qui vient, puis Matuidi lui explique que ce serait bien qu'il lâche un peu son téléphone portable. Donc l'institution peut nous faire le coup, c'est ultra ponctuellement, nous dire il faut moins utiliser. Mais sauf que au quotidien, ça va être, si tu n'utilises pas le numérique, dans les faits, tu n'accomplis plus le job que te demande l'institution. Et pourtant, le paradoxe, nous, qu'on a observé, que ce soit dans ce livre ou dans d'autres choses qu'on a lues, qu'on a entendues, c'est qu'il n'y a pas de preuve scientifique de l'efficacité du numérique à l'école. Et même au-delà de ça, il y a de plus en plus de preuves scientifiques de l'inefficacité, voire des dangers. Autant pour les élèves que pour les profs. Ouais. Quand tu veux. Je voulais juste dire un truc, après je laisserai Christophe parler. La question de la preuve scientifique nous pose aussi un problème, parce que quand bien même on prouverait scientifiquement que le numérique peut avoir un intérêt et être efficace, encore faudrait-il définir l'efficacité, je laisserai Christophe en parler, parce que c'est un truc qu'il aime bien. Si éthiquement on considère que c'est pas ce modèle de société-là qu'on veut, quand bien même on aurait la preuve scientifique que ça marche, on n'en voudrait toujours pas, quoi. En fait, c'est ça, on peut pas, parce que ça c'est un grand truc de Blanquer aussi. Lui, il veut des choses qui marchent, qui sont prouvées scientifiquement, et tant que c'est prouvé scientifiquement, on le fait. Sauf que, des choix politiques et des choix de société, on les fait pas comme ça, quoi. On les fait pas seulement en réfléchissant à est-ce que c'est efficace, est-ce qu'on prouve scientifiquement c'est efficace. Et il y a toute la question de qu'est-ce que ça veut dire l'efficacité en matière d'éducation. Bon non, tu as quasiment tout dit. En fait, Parce que la finalité, c'est les apprentissages des élèves. Est-ce que les élèves apprennent mieux avec le numérique ? Alors, si on est dans cette finalité-là, en effet, on peut tenter de mesurer l'efficacité. Tu le disais, les différentes études qui paraissent sont au mieux prudentes sur ça, en disant il n'y a pas vraiment de plus. Et de plus en plus, d'études laissent entendre qu'au contraire, il y aurait plutôt un moins. Notamment quand il y a un usage excessif du numérique. On franchit un palier et finalement ça devient totalement contre-productif. Et sans compter tous les effets négatifs au-delà, c'est-à-dire au-delà même d'apprentissage. Parce que quand on parle d'apprentissage, c'est à quel terme aussi ? Est-ce que c'est l'apprentissage dans les 2 semaines qui viennent, dans les 6 mois, dans les 2 ans ? Est-ce que c'est un apprentissage de par cœur ? Est-ce qu'au contraire on est dans quelque chose qui est plus la formation à l'esprit critique ? On n'est pas dans le même cadre, j'ai coupé le micro. Non, c'est bon. On n'est pas dans les mêmes objectifs. Ouais. Et elle a raison, je suis tout à fait d'accord avec Émilie, évidemment, sur cette histoire de mesurer scientifiquement. En fait, il y a une tentation quand même chez Blanquer et chez des gens comme Stanislas Dehaene, qui est au Conseil scientifique de l'éducation, qui est un neuroscientifique, un neurologue, etc. Il y a une tentation de transformer notre métier en prétendant qu'il y a une science de la pédagogie. Et ça nous semble extrêmement dangereux, parce que derrière l'idée d'une science de la pédagogie, ça veut dire qu'il y aurait des bons gestes, et puis des protocoles qu'on pourrait mettre en place, avec tu commences par ceci, puis tu enchaînes. Et finalement, voilà, quelque chose d'ultra cadré, d'ultra carré, qui pourrait être universellement mis en place pour chacun des élèves. Et avec l'idée derrière que finalement, on a plus ou moins d'enseignants qui soient les créateurs, qui pensent leur enseignement d'un bout à l'autre, mais qui soient juste des exécutants de micro-tâches. Des algorithmes voilà, pédagogiques. Et finalement, c'est une façon de nous déposséder de métier, parce que le métier irait vers des algorithmes, comme tu dis, puis vers les gens qui créent les algorithmes. Et finalement, des profs, ils viendraient avec leur tablette, et ça existe. C'est pas qu'un fantasme, c'est-à-dire qu'en Afrique, il y a des grandes sociétés du numérique qui sont mises en place comme Pearson et qui ont mis en place des programmes sur des tablettes. Et finalement, ils embauchent
des gens alors qui sont plus des profs en fait, qui sont des accompagnants, des encadrants, et qui au début du cours appuient sur la tablette et puis lancent une activité parce que la tablette leur dit de le faire. Et puis au bout de 12 minutes, parce que la tablette l'a décidé, ils passent à une autre activité, etc. Donc ce sont de simples... Voilà. Et donc on est dans une vision, une forme de taylorisation du métier enseignant au profit de personnes qui veulent contrôler notre métier, qui veulent contrôler les contenus d'enseignement, qui veulent contrôler les élèves aussi, les apprentissages, et puis qui veulent favoriser aussi ces vendeurs d'algorithmes, ces vendeurs de tablettes. Il y a des intérêts économiques puissants derrière. Donc il y a une incompatibilité entre la complexité de la transmission des savoirs et la simplification binaire du numérique. Je dirais même la complexité de la construction des savoirs, parce que les savoirs, on ne fait pas que les transmettre, on les construit. Et oui, enfin, il y a quelqu'un qu'on aime bien, qui s'appelle André Tricot, qui a écrit un petit ouvrage justement qui démonte un peu tout ça, qui s'appelle Apprendre avec le numérique, dans une collection qui s'appelle Mythes ou réalités, et où il dit que vraiment ce qui restera toujours central, malgré toutes les promesses du numérique, c'est qu'on a des enseignants, des professionnels dont le métier est de concevoir des situations d'apprentissage, et le cœur de la réflexion, ça restera toujours ce travail de concevoir une situation d'apprentissage. Et pourtant, lui, il est plutôt pro-numérique, hein. Dès qu'il peut, il essaye de montrer qu'on peut faire des trucs super avec le numérique, mais quand même, il dit, voilà, le cœur du problème, c'est un enseignant, une enseignante qui conçoit une situation d'apprentissage et ensuite, éventuellement, avec du numérique ou pas, mais l'efficacité sera mesurée en fonction de j'ai un objectif, je veux que mes élèves apprennent ceci ou cela, qu'est-ce que je mets en place ? Et non pas j'ai un nouveau logiciel, j'ai une nouvelle tablette, j'ai un ordinateur, qu'est-ce que je pourrais bien faire avec ? Voilà. C'est totalement... on marche sur la tête quand on commence à réfléchir en fonction de l'outil qu'on a, quoi, au lieu de réfléchir à qu'est-ce qu'on veut faire apprendre. Et cette vision simplificatrice, comme tu dis, elle sert les intérêts du ministère qui fait qu'il y a des classes de plus en plus surchargées, en disant de toute façon, il y a le numérique, vous inquiétez pas, avec le numérique c'est magique, vous pouvez avoir 50 élèves devant vous, de toute façon le numérique va vous aider. Elle sert aussi dans ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que si tu simplifies, tu peux quantifier. Si tu peux quantifier, si tu peux mesurer, tu peux contrôler énormément et puis tu peux faire de l'argent. Alors que la réalité du terrain, c'est une réalité humaine, d'interaction humaine qui est extrêmement complexe, et ils peuvent toujours nous vendre des assistants pédagogiques numériques. Alors ça existe vraiment, et Blanquer il a promu ça, notamment un qui s'appelle Jules, je crois, un autre qui s'appelle Yokimi. Enfin, le vrai nom, c'est... Un agent conversationnel, un chatbot, en fait. Oui, genre Alexa. Voilà, exactement. Et ils prétendent l'imposer dans le monde de l'éducation, en disant, voilà, le prof, alors à chaque fois, ils font semblant d'être rassurants, en disant, mais non, mais on ne veut pas supprimer les profs, non, on veut vous concentrer sur l'essentiel de votre mission. Mais en fait, peu à peu, on voit que par différents outils numériques, ils prétendent qu'on peut être remplacé. Et c'est faux, parce que la réalité, si on veut réellement faire progresser les élèves, les aider à progresser, on s'assoit à côté d'eux, et puis voilà, on échange. Et ça, c'est possible que dans des effectifs qui sont réduits, et dans une situation où le prof, il est maître de la situation, c'est-à-dire il a un début, il a une fin, il a des effectifs qui sont clairs pour lui. Avec le numérique, on serait dépossédé de ça, et puis ça serait soi-disant des machines finalement qui prendraient la place des humains. Et parce que non seulement il y a des intérêts économiques, mais il y a une vision de la société. Et cette vision de la société, c'est un truc très idéologique et qui réduit, qui renvoie sans arrêt l'humain à ses imperfections, à ses limites. On pourra en parler plus tard, je pense. Alors ça réduit l'humain à ses limites, mais c'est aussi peut-être une vision de la société qui diabolise le fonctionnaire, le professeur. Peut-être une idéologie assez... entrepreneurial, quoi. Ouais. C'est ça qui nous a paru aussi dans le livre. C'est qu'il y avait toujours cette idée de... le mépris du fonctionnaire, il n'est pas nouveau, et il prend encore peut-être une place encore plus importante aujourd'hui, notamment dans l'éducation nationale. Et c'est une manière aussi de marginaliser le professeur en disant, oui, de toute façon, on aura les machines à terme pour le remplacer, et puis de toute façon, il ne travaille que 18 heures par semaine, et puis ils ont 2 mois de vacances
pendant l'été. Donc il y a derrière cette pas haine du public, parce que c'est peut-être un peu exagéré, mais l'idéologie pro-privé, quoi, et anti-fonctionnaire. Ce qui transparaît, c'est l'idée que les fonctionnaires sont dans la routine, s'encroutent, ne veulent jamais changer, ne veulent jamais se réformer, ne veulent pas s'adapter au nouveau monde qui change, n'est-ce pas? Le monde change, il faut changer avec lui. Donc ça, c'est un discours qu'on connaît depuis 40 ans, au moins, enfin je pense. Et puis en même temps, un truc très macronien, une vision des enseignants très bureaucratique finalement, qui serait le ministère décide, tu exécutes. Or nous, on a dans nos métiers quelque chose une chose à laquelle on est très attaché, qui est la notion de liberté pédagogique. C'est-à-dire qu'on est certes des fonctionnaires, on y tient beaucoup, on doit appliquer des programmes, on doit appliquer des instructions officielles, etc. Mais on a une liberté pédagogique parce qu'on est des concepteurs de notre métier. On est formé, on est bac+5, on a fait des études, et on réfléchit à ce qu'on fait. Et cette liberté pédagogique est ce qui nous empêche de nous scléroser, justement. C'est ce qui nous empêche de nous encrouter. Parce que comme on a cette liberté pédagogique, on peut tenter des nouvelles choses, essayer de nouvelles approches, essayer de faire un programme comme ci, puis ensuite de le faire autrement. Et c'est ce qui est libérateur, et c'est ce qui stimule la créativité des enseignants et des enseignantes, en fait, cette liberté pédagogique. Mais à partir du moment où le ministère nous bombarde de prescriptions sur voici les bonnes pratiques qu'il faut appliquer, voici les procédures qu'il faut appliquer. Nous avons pensé pour vous un protocole. Alors Blanquer, il est très avide de livret. Le livret ceci, le livret cela, tu n'as plus qu'à suivre le livret, tu n'as même plus besoin de réfléchir. Quand on n'a plus besoin de réfléchir, c'est là qu'on se sclérose. C'est pas quand on a la liberté pédagogique et qu'on s'en empare. C'est à ce moment-là qu'on s'encroute et qu'on crée plus notre enseignement. Et c'est paradoxal de la part de libéraux qui critiquent les fonctionnaires en disant ils s'encroutent, ils veulent jamais changer. Et d'un autre côté, ils veulent nous transformer en ça, quoi. Ils veulent nous transformer en exécutants qui exécutent toujours les mêmes gestes de la même façon. Et je trouve que finalement, quand on y réfléchit, eux-mêmes, ils ne sont pas cohérents, quoi, dans leur vision de ce que devrait être un fonctionnaire. Oui, et pour revenir à l'attaque anti-fonctionnaire, alors mon article il s'ouvre par une citation de Laurent Alexandre, qui est assez exceptionnelle. C'est une vidéo qu'il prononce devant un parterre de patrons, on va dire, pour faire simple. Et donc il se lance dans une diatribe anti-fonctionnaire en parlant du mammouth, en disant que l'éducation nationale castre les enseignants, quelque chose comme ça, enfin un truc très viriliste. Bon, ce garçon a un vrai problème de toute façon avec la sexualité. Il a même dit, c'était une autre intervention, mais c'est du même tonneau, il faut violer le mammouth de l'éducation nationale. Il dit ça juste en plein mouvement MeToo. Cet homme est une catastrophe. Et en effet, il y a une charge. Alors le truc, c'est qu'il n'est pas isolé. Il nous paraît complètement allumé à nous, je pense à toute personne à peu près saine d'esprit. Mais en fait, il est porteur d'une idéologie dominante qui est une idéologie anti-fonctionnaire. Et c'est ce que tu disais, il y a un monde nouveau. Ce monde nouveau, les fonctionnaires, ils sont incapables de le suivre. Et ceux qui vont être capables de le suivre, c'est des gens comme Elon Musk leur dit, il faut un Musk de l'éducation nationale, quelqu'un qui comprenne qu'il faut l'esprit start-up et que chaque enseignant, finalement, devra devenir en quelque sorte le patron de lui-même, créer sa propre école, promouvoir sa propre façon d'enseigner, un peu comme Céline Alvarez, par exemple, qui est une sorte elle est très start-up nation. Est-ce que les réseaux de la EdTech, ils illustrent une collusion, une superposition entre la sphère privée et la sphère publique, au plus haut sommet de l'État? Oui, de manière extrêmement nette. C'est-à-dire, quand on pense au réseau de la EdTech, alors tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est que la EdTech, enfin, je pense que vous allez le définir, donc il n'y a pas de souci. Donc, quand on pense à l'EdTech, on pense aux GAFAM, et puis donc, Google, etc. On se dit, l'État français fait parfois semblant de s'en prendre aux GAFAM, en la dénonçant, en faisant semblant de les taxer. Bon, tout ça, c'est en grande partie du vent, mais bon, on peut penser qu'il y a une sorte de pas de côté, mais pas du tout. Alors les liens, on les voit à de multiples niveaux. Alors on sait qu'il y a quelques années déjà, le ministère de l'Éducation nationale a signé un contrat avec Microsoft, un contrat d'ailleurs qui est très mal connu, il n'y a aucune transparence dessus, il devait soi-disant y avoir une charte d'application derrière imposée à Microsoft qui n'a jamais existé.
Dans les faits, on se rend compte, on le voit. C'est-à-dire que dans les établissements scolaires, on en parlait tout à l'heure, il y a Windows partout, ultra dominant, très longtemps même c'est la suite bureautique qui a dominé. On voit que dans certaines collectivités, c'est plutôt le choix de Google, etc. On le voit aussi, cette porosité, on la voit dans certains transferts. Par exemple, l'ancien directeur du numérique éducatif au ministère, qui s'appelait Thierry Gendron, si je ne me trompe Mathieu. pas, enfin, Mathieu Gendron, peu importe son nom. Quand il était là, il s'est fait connaître notamment par une lettre qui a fuité, qui était envoyée au rectorat, disant qu'il n'y avait aucune limitation dans l'usage des outils des GAFAM dans le cadre de l'éducation nationale. Donc c'était envoyé au rectorat pour qu'ensuite des rectorats, ça aille vers les établissements scolaires. Et cette personne-là, on sait qu'il avait des liens avec la EdTech, il en avait tellement que quand il est sorti de son poste de directeur du numérique éducatif, il est allé chez Amazon. Maintenant, il travaille chez Amazon. Donc il y a une porosité. Et puis la porosité, on la voit avec Blanquer, elle est extrêmement nette. C'est-à-dire que, on va donner un exemple. La EdTech s'est dotée de fonds d'investissement. Il y en a un qui s'appelle EduCapital, qui est un fonds avec plusieurs dizaines de millions, avec de l'argent qui vient du public, de la BPI, avec de l'argent qui vient aussi d'entreprises comme Free, Bettencourt, etc. Ce fonds EduCapital, donc, qui est animé par 3 personnes qui viennent du monde de la banque, il a été créé il y a 1 an et demi, quelque chose comme ça. Lors de son lancement, Blanquer était présent. Et il a fait un discours de soutien à la EdTech totale, en disant que la EdTech, c'était justement une des filières d'avenir, une des façons d'avoir de la croissance, tout simplement. Parce que c'est leur obsession. Hein. C'est-à-dire que ces gens, en grande partie, finalement, pourquoi pas, ils sont sincères, ils ont cette idéologie ultralibérale en se disant il faut aller chercher la croissance, il faut aller chercher les points de croissance avec les dents, comme disait l'autre. Et donc, il faut créer de nouveaux secteurs dans lesquels on puisse faire du profit. L'éducation, qui jusqu'à présent était relativement préservée, enfin très relativement, est en train de se marchandiser totalement. Donc c'est cette idée, il y a une nouvelle frontière à abattre, de nouvelles limites à abattre. Et Blanquer, il l'a clairement dit, il est là pour abattre certaines limites. Et donc pour abattre les limites entre le public et le privé. C'est son job à lui. En quelque sorte, il est plus ministre de l'EdTech que ministre de l'Éducation nationale. Il a dit quelque chose comme ça d'ailleurs une fois dans une interview, qu'il était là pour favoriser l'émergence c'est dans de cette la tech, qu'il était le interview-là, ministre de la tech. c'est vraiment sa mission, il le dit explicitement, sa mission c'est de favoriser la croissance des entreprises de la EdTech qui sont aussi bien des entreprises multinationales que des entreprises françaises comme Free ou Orange, et surtout voilà, toute une myriade de start-up dans le domaine de l'éducation qui font à peu près tout. Elles s'intéressent aussi bien aux environnements numériques de travail qu'à l'aide aux devoirs, au coaching, ce qu'ils appellent le coaching scolaire, l'enseignement supérieur, les langues, beaucoup, il y a tout peut être finalement objet de profit. Et si je peux ajouter quelque chose, chez Blanquer aussi, il y a une dimension qui est un peu celle de Macron aussi, qui est faire rayonner la France dans le monde. Cette promotion de la EdTech est vue comme un moyen de montrer à quel point on est formidable, on fait des choses formidables en France. Ce qui aussi est enfin voilà, donc la EdTech française participerait à ce rayonnement économique de la France et donc culturel aussi par la même occasion. Ce qui est aussi un moyen de nous entourlouper en nous expliquant que c'est quand même mieux de promouvoir les entreprises françaises plutôt que ce soit les Américains qui nous dominent. Et donc, voilà, promouvoir la EdTech française, c'est bien, c'est se libérer de la méchante EdTech américaine. Et là, on rejoint tout à l'heure quand on disait que Laurent Alexandre n'était pas tout seul. En fait, finalement, c'est la pensée de Laurent Alexandre. Hein. Lui, il prétend être anti-GAFAM, mais surtout anti-GAFAM chinoise. Ouais, voilà, c'est son obsession. Il a par la vraiment, Chine, ouais. Après le sexe, il a l'obsession pour la Chine aussi. Et donc lui, il prétend que défendre la EdTech française, c'est justement se libérer dans une grande lutte. Parce que leur idée, c'est que voilà, il y a une grande lutte. C'est ça, c'est le capitalisme. On est tous en compétition. On n'a pas le choix. Donc c'est le TINA de Thatcher. Hein, il n'y a pas d'alternative. La seule possibilité, c'est de rentrer dans cette grande compétition internationale et de gagner. Parce que si on refuse la compétition, on va perdre. On fera partie des losers, on fera partie des esclaves de demain, parce qu'il en est là, Alexandre, là. Et au contraire, il faut se mettre dedans, il faut gagner, comme ça on fera partie des dieux de demain.
Parce que ça rejoint aussi, et on trouve à bas bruit dans l'institution, mais surtout chez des gens comme Laurent Alexandre et puis les patrons de la tech et des GAFAM, c'est une fois de plus cette question de l'humain. Et que finalement, l'humain, il est imparfait et que cette compétition et cette technologie, elles vont nous permettre de sortir de l'humanité, de créer une humanité 2.0, 3.0, je ne sais pas combien de point 0, qui sera infiniment meilleure. C'est Eric Sadin qui en parle. Tout à fait. Ok. Quel problème de souveraineté ça pose le numérique à l'école, notamment vis-à-vis des données des élèves? Il y a un cas paradigmatique, c'est celui de ce groupe qui concentre une grande partie des données des élèves du secondaire, en collège et en lycée, qui s'appelle Pronote. Ouais. La société s'appelle Index Éducation, si je ne me trompe pas, et le logiciel s'appelle Pronote. Donc ils doivent avoir entre leurs mains environ 80% des élèves dans une immense base de données. Et donc ça c'est une vraie question, parce que ça veut dire que maintenant, sans Pronote, qu'une boîte privée, il n'y a pas de rentrée scolaire. Ouais. Puisque maintenant, vu que tout ce qui est en environnement du travail, c'est-à-dire gestion de la vie scolaire, l'appel, etc., dont on parlait tout à l'heure, ça se fait par le numérique. C'est donc cet outil Pronote. Il n'y a pas d'outil développé par le ministère, en tout cas pas suffisamment pour remplacer Pronote. Et Pronote, on le sait, attire les convoitises d'entreprises, et d'entreprises qui peuvent être par exemple Microsoft. Microsoft est très intéressé parce que Microsoft c'est de la donnée, ils font leur argent avec la donnée en effet. Alors cela dit, c'est pas mieux que ça soit Pronote, c'est peut-être moins pire, mais c'est pas français, dans le sens où ça reste du droit français, donc il y a toujours un contrôle juridique accru si c'est une entreprise française. C'est vrai que ça serait pire si c'était Microsoft, parce que là ça échappe un peu plus à toute possibilité d'intervention, à tout levier pour lutter contre ses intérêts. Parce que voilà, ces données, c'est des données qui peuvent être utilisées de manière sensible, parce qu'il y a le prénom, il y a le nom, il y a le lieu où ils habitent, et on peut, en croisant les résultats scolaires, on peut, en croisant des données, les absences, arriver à des choses très préoccupantes sur la sécurité des élèves eux-mêmes et de leur famille. On en saurait beaucoup trop sur eux. Et puis c'est des données qui attisent les convoitises, parce que tout simplement, ne serait-ce que des boîtes de soutien scolaire, par exemple, avoir accès aux notes des élèves pour faire de la communication ciblée, de la publicité ciblée, ça serait jackpot, quoi, franchement. Donc effectivement. Est-ce que les professeurs documentalistes ont un rôle à jouer il n'y a pas que, mais par le biais de l'éducation média à l'information sur la prévention de ces risques sur les données numériques, Est-ce qu'ils le font suffisamment, par expérience? En fait, les professeurs documentalistes ont un rôle important à jouer en matière d'éducation média et à l'information, ça c'est sûr. Après, ils se trouvent confrontés à deux problèmes. C'est qu'ils sont professeurs sans place dans l'emploi du temps officiel des élèves. Donc ils n'ont de contact avec les élèves que pour autant que les autres collègues de l'établissement ne leur en laissent. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une politique d'établissement, et puis il faut qu'il y ait une volonté des autres collègues d'emmener leur classe et de travailler avec les professeurs documentalistes pour qu'ils puissent faire des choses avec les élèves. Et puis on a un autre problème chez les professeurs documentalistes, qui est un problème récurrent dans l'éducation nationale, c'est des difficultés de recrutement qui font qu'il y a des collègues qui deviennent professeurs documentalistes alors qu'ils n'ont pas du tout été formés aux enjeux de l'éducation média à l'information, et encore moins aux enjeux de la protection des données. Longtemps, le travail de professeur documentaliste, ça a été un moyen de recaser des collègues qui n'étaient pas professeurs documentalistes de formation. Après une dépression. Ou simplement des collègues qui n'en pouvaient plus d'être en classe, voilà. Et du coup, oui, effectivement, tous les professeurs documentalistes n'ont pas la formation en infodocumentation qu'ils devraient avoir, quoi. Et encore moins en matière Alors, la formation sur la protection des données, personne ne l'a, l'éducation nationale. On attend toujours les formations sur le RGPD, par exemple, pour expliquer aux collègues qu'est-ce que ça change pour eux, à quoi ils doivent faire attention, etc. C'est dramatique même. Enfin, je sais pas. Nous, on s'est formés grâce aux syndicats à ces questions de RGPD.
Ce qui fait que les collègues peuvent se mettre en danger, par exemple en se disant tiens, j'ai communiqué avec mes élèves par mon adresse Gmail, ce qui est une mise en danger juridique assez immédiate. Donc il y a un usage aussi, ils peuvent décider d'utiliser telle ou telle application miracle sur Internet. Sauf que cette application miracle, en fait, les élèves y viennent, ils déposent des données et finalement, voilà, les données, elles deviennent propriété de l'entreprise qui a fait l'application. Après, bon, il faut quand même réfléchir à des moyens d'action, donc il faut quand même aussi être dans une réponse à tout ça, parce qu'il y a une immense offensive face à nous. Et c'est vrai que les profs documentalistes, ils peuvent avoir leur rôle dedans. En effet, c'est un grain de sable, il ne faut pas s'illusionner non plus. Mais voilà, on a quelques micro-espaces de liberté, on a de petites fenêtres de tir. Je pense que le prof documentaliste, et d'autres enseignants, mais particulièrement les profs documentalistes, peuvent aider à une prise de conscience auprès de leurs collègues et puis auprès des collègues et aussi. Puis auprès des élèves. C'était la question que je voulais vous poser, comment on peut résister du coup aux ingérences du numérique à l'école? Alors on peut résister en écrivant un bouquin par exemple. Est-ce qu'il est disponible en e-book? Alors non, c'est un choix de l'éditeur, l'échappée, qui refuse absolument que ça apparaisse en e-book, c'est très clair. Il y a une vraie cohérence là entre le fond et la forme. Ouais. C'est pas toujours le cas, c'est pas le cas de toutes les maisons d'édition, mais voilà, l'échappée, Série Padvini s'oppose à ce format-là. On peut le faire, nous on le fait par le syndicat. Alors tous les syndicats le font pas, certains syndicats de l'enseignement sont vraiment pro-numérique de manière forcenée, voire fanatique, pour au moins un d'entre eux. Enfin bon, on va pas faire une guerre de syndicats ici. Mais bon, certains syndicats le font, au SNES, à la CNT, à Sud, il y a quand même des gens qui prennent à bras le corps ce problème et qui interrogent ces questions numériques. On peut le faire en parlant avec ses collègues aussi, tout simplement, au quotidien, dans son enseignement, en suggérant, parce qu'on a toujours, pour l'instant, en tout cas, cette liberté-là. C'est-à-dire que on nous dit très clairement, c'est une demande institutionnelle, de former l'esprit critique. Et l'esprit critique, c'est notamment l'esprit critique envers le numérique, envers cet océan de données. Comment réussir à l'apprivoiser, en tout cas, en être moins un outil à renverser les choses, parce que voilà, de plus en plus on est les outils du numérique, et là donner aux élèves des armes en quelque sorte pour se défendre dans cet environnement numérique globalisé, ça c'est une des missions des profs. Oui, on peut leur... Enfin, moi je me souviens d'avoir beaucoup choqué mes élèves en leur expliquant combien d'argent Google gagnait avec chaque compte Google, par exemple, en expliquant à partir du moment où vous avez un compte Google, ils étaient tous très contents d'avoir des comptes Google et d'avoir accès à des services gratuits. Je dis ok, en fait c'est pas gratuit, c'est vous le produit. Donc j'aurais montré des articles qui disaient voilà, chaque compte Google rapporte à Google tant d'argent en matière pour la valorisation des données qui sont captées, etc. Et mes élèves avaient été quand même assez choqués parce que personne leur avait jamais parlé de ça, quoi. Voilà. Donc après leur dire maintenant interdiction d'utiliser Google c'est autre chose, mais avoir commencé à les faire réfléchir et à leur montrer qu'il existait d'autres façons de faire, c'est aussi notre rôle de manière générale. Puis leur montrer l'exemple aussi, c'est-à-dire que si en classe on passe son temps à dire au lieu de dire vous chercherez dans un moteur de recherche, dire vous irez voir sur Google. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils connaissent d'autre que Google? Nous-mêmes, on est complètement envahis de ce vocabulaire. Donc moi, par exemple, c'est un mot que j'ai chassé de mon vocabulaire. Je dis, vous chercherez dans un moteur de recherche. Voilà, c'est un truc basique, quoi. Enfin, voilà. Et c'est vrai que la pratique est très importante, aussi bien sur le moteur de recherche que même sur le système d'exploitation, sur les différents outils qu'on utilise, leur montrer qu'il y a d'autres outils que ceux des GAFAM, et puis même qu'il y a d'autres choses que le numérique aussi. Oui. Et typiquement quand on fait de l'EMC, moi maintenant systématiquement, donc l'EMC est propice à faire des recherches, des débats, donc systématiquement je consacre 1 heure à dire on fait le point avant même d'aller devant un écran. Quelles questions on peut se poser de vous-même, parce que sinon en fait ce qui se passe c'est qu'immédiatement sur un moteur de recherche il tape la question, la problématique qu'on a suggérée, et c'est le moteur de recherche, donc en général Google, qui répond à leur place. Alors que là, par la pratique enseignante, on leur montre qu'ils ont toujours un cerveau. Le cerveau, c'est ce cerveau qui doit structurer la recherche, qui doit être
l'a priori à toute recherche qui doit venir avant la consultation d'Internet. Donc voilà, par la pratique enseignante, on peut les déconditionner un petit peu. Alors, sachant qu'il ne faut pas non plus, une fois de plus, il faut rester modeste. Il ne faut pas être totalement pessimiste. Il faut continuer à être optimiste par le combat qu'on mène, optimiste par la volonté, on va dire, sans s'illusionner, parce qu'ils sont confrontés sur leur smartphone, etc., à une avalanche de sollicitations qui vont dans le sens strictement inverse de celui qu'on suggère ici. Mais bon, il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer à faire ce qu'on peut. Okay. Je voulais vous parler du CAPES qui va être créé à la rentrée 2020, CAPES informatique et culture numérique. Est-ce qu'on peut attendre quelque chose de positif dans cette création du CAPES? Est-ce qu'il y aura des programmes un peu... Alors, c'est un CAPES, si j'ai bien en tête l'intitulé, Numérique et sciences informatiques, NSI. Donc ça correspond à l'intitulé du nouvel enseignement qui a été créé par la réforme du lycée, qui donc a supprimé les séries dans la voie générale pour les remplacer par un choix de ce qu'on appelle des spécialités. Et donc parmi les nouveaux enseignements qui ont été créés, il y a la spécialité NSI, numérique et sciences informatiques, qui est un programme très difficile, très ambitieux, vraiment très très informatique, pas des trucs que peut faire un prof pas formé en informatique et un peu geek, c'est pas du tout ça. Il faut vraiment des informaticiens pour les enseigner. Et donc, ils ont créé cette spécialité avant d'avoir les profs pour l'enseigner en fait. Et donc, les premiers qui sortiront de ce CAPES seront arrivés seulement, alors que là, il y a déjà des gens qui sont en train de faire cours, quoi. Après, la question est de savoir, en fait, pour l'instant, cette matière, elle est réservée à certains élèves et à une petite frange des lycéennes et des lycéens qui sont dans la voie générale uniquement. Donc, est-ce que ça augure d'une place nouvelle de l'informatique dans les enseignements? On n'en sait rien. Parce que nous, syndicalement, on est persuadés qu'ils vont avoir du mal à recruter. Il donnait des chiffres assez rassurants sur les inscriptions au concours. Là, le ministère, j'ai lu un article il y a quelques jours, donnait des chiffres assez rassurants sur combien de gens sont inscrits au concours. Après, la question, c'est qu'il y a toujours un hiatus entre le nombre d'inscrits au concours et le nombre de gens qui s'y présentent vraiment. Et il y a encore un autre hiatus entre les gens qui se présentent au concours et les résultats, c'est-à-dire qu'on a vu quand même ces dernières années régulièrement des concours qui ne faisaient pas le plein, parce qu'à un moment donné, le jury disait « non, stop, ça suffit, on ne peut pas recruter en dessous d'un tel niveau ». Donc voilà. Et après, l'autre question, ça va être comment les collègues qui auront ce CAPES vont pouvoir assurer tous leurs services dans cette matière-là. Parce que concrètement, je ne sais pas comment ils vont faire pour être dans un seul établissement à 18h, faire que de l'informatique. Moi, il y a très peu d'établissements où il y a plusieurs groupes de NSI. Donc, par exemple, si on a, dans un lycée un petit peu ordinaire, si on a un groupe de NSI en première et un groupe de NSI en terminale, ça fait 10 heures de cours. Donc, le reste du temps, le collègue, il fait quoi? Il est en temps partagé. Et puis, quand on fait de l'informatique, on a aussi autre chose. C'est qu'on peut faire des métiers bien plus rémunérateurs que professeur dans le secondaire. Professeur certifié en plus. Parce qu'il n'y a pas d'agrég pour l'instant. Ils ont créé juste un CAPES. Ouais. Donc, on ne sait pas trop. Ceci dit, c'était quand même une demande syndicale depuis un moment d'avoir un concours qui recrute... des gens qui enseignent l'informatique, quoi. Et non pas que l'informatique soit une certification complémentaire pour des profs d'autres disciplines, en fait. Mais là, je ne dirais pas plus de choses parce que je risque de dire des bêtises. Il me semble qu'il y a déjà des informaticiens qui sont recrutés comme profs, mais... je ne sais plus comment s'appelle le concours, mais il y a déjà un concours dans lequel il y a une option informatique et c'est des professeurs qui enseignent dans la voie technologique au lycée. Okay. Voilà. Donc on ne sait pas trop ce que va donner ce concours. Et surtout, on ne sait pas quelles vont être les conditions d'enseignement des collègues qui vont être recrutés, quoi. Et puis s'ils vont réussir à pouvoir tous les postes ouverts. Ok. Donc c'est une décision prise sans certitude de... c'est un peu de l'affichage. Après, les collègues qui passent le concours sont sans doute
ont sans doute de bonnes raisons de le passer. Ouais, Hein, ouais. je sais pas. Ok. Voilà. Moi j'ai une petite question pour Monsieur Caillot plus précisément, parce que vous en parlez dans votre passage, sur les simulateurs de classe intelligente, ou Ouais. simulateurs intelligents de Ouais. classe. Si vous pouvez nous en dire un mot, développer un petit peu. Alors c'est quelque chose qui a été lancé dans un institut de formation des enseignants. Donc à partir de cette année, ça s'appelle les INSP, avant les CSP, peu importe. Donc c'était des enseignants cobayes qui étaient donc face à un logiciel en fait, qui simulait une classe de manière assez grossière. Donc finalement, le prof débutant était dans une situation d'enseignement où quelque chose se passait. Voilà, il y avait un grain de sable, quelque chose se passait mal, un élève intervenait, etc. Et ils avaient une liste de choix, un QCM. Voilà, je choisis telle ou telle solution. Et donc ils entendaient former les jeunes enseignants au métier de cette manière-là. Et du coup, ils lui donnent un grand nom, qui est simulateur d'enseignement, enfin je ne sais plus comment ça s'appelle précisément. Mais ça fait partie de ces nombreux biais. Et comme par hasard, derrière, il y a des intérêts économiques, parce qu'une fois de plus, il y a une start-up derrière ça. Et c'est l'idée de ce marché, par tous les bouts, on essaie de rentrer dans l'éducation, et même par la formation des jeunes enseignants, en se disant ceux qui le font actuellement, ils le font mal, laissez-nous faire, nous dans le privé, on a de la créativité, et puis on est dans un cadre concurrentiel, donc on va se bouger les fesses, c'est pas comme ces fonctionnaires. Donc voilà, c'est lié une fois de plus à des intérêts économiques et idéologiques. Et c'est du vent, quoi. C'est du vent parce que il s'agit juste de QCM. Et la réalité de la classe, on en parlait tout à l'heure, elle est infiniment plus complexe que ça. Je me souviens dans l'article qui présentait ce truc-là, il faisait une analogie avec les simulateurs de vol pour les pilotes. Là. C'était hallucinant, quoi. Vraiment, c'était hallucinant de méconnaissance de ce que c'est la réalité du métier de prof, quoi. Comme si on pouvait simuler une classe avec des centaines d'interactions humaines, des sensibilités et un avion, en fait. Enfin, c'était une cabine de pilotage d'avion, c'était comme une classe, quoi. Enfin, moi, ça m'avait beaucoup frappé. Sans compter que cette idée même de pilote automatique dans les avions, il y a un bouquin qui est paru chez Chapelle aussi, qui s'appelle L'automatisation du monde de Nicolas Carr, si je ne me trompe pas, et qui montre que même dans les avions, parce que alors c'est pas une salle de classe non plus, mais il y a quand même un ensemble de facteurs à gérer. Alors je crois qu'à 90% maintenant, c'est les ordinateurs de bord qui pilotent. Finalement, le pilote, il a la main sur le décollage et puis l'atterrissage, et encore vaguement, quoi. Mais ça a été aussi facteur d'accident, notamment parce que en fait, même des pilotes ultra formés sur de vrais avions, etc., à force de conduire des avions en pilotage automatique, ils finissent par désapprendre. Et en fait, ils se confient totalement aux machines, et en cas d'urgence, de situation d'urgence, c'est là où ça se joue en fait. Des réflexes auraient dû être mis en place tout de suite, très rapidement, et en fait, n'ont pas pu être mis en place parce que la machine a trompé le pilote. Et a fait perdre du temps. Et ce temps a été fatal sur certains accidents. Donc c'est Nicolas Carr qui développe ça. Son bouquin, c'est intéressant. Parce qu'appliqué dans l'éducation, ça pourrait être pareil. C'est une fois de plus, c'est l'automatisation, quoi. Voilà, pourquoi pas finalement laisser un ordinateur piloter une classe. Et ben, jusqu'au moment en fait où il y a cet incident suffisamment important pour faire dérailler totalement la machine. Et c'est sans doute encore plus compliqué. Alors moi, je ne vais pas me prononcer parce que je ne sais pas piloter un avion, donc c'est extrêmement compliqué. Mais une fois de plus, cet ensemble d'interactions humaines, ça dépend de l'espace de la classe, ça dépend du cours qui était avant, du cours qu'il y aura après, si c'était un interro ou pas. De l'heure, de la météo. Et puis de tel élève qui vient de s'engueuler avec tel autre, qui a mal au ventre, qui a mal à la tête, enfin, qui a faim, etc. Tout est possible. Et voilà. Prétendre que des machines feront ce métier à notre place, c'est mentir. Je pense qu'ils se mentent à eux-mêmes. Mais peu importe à la rigueur. Si ça permet de faire de l'argent... pour les plus pauvres, c'est ça aussi le risque à terme. C'est l'idée que ça serait une sorte d'enseignement à bas coût pour les plus pauvres, en disant bon, on les mettra devant des machines avec quelques adultes qui encadreront vaguement, et en revanche, pour l'élite, on continue à avoir quelque chose à taille plus réduite, avec des humains infiniment plus puissants. D'ailleurs, on le voit déjà dans la Silicon Valley. Alors, ça a été remis pas mal en cause parce qu'il y a eu des raccourcis faits, mais globalement, c'est cette idée. C'est-à-dire que dans la Silicon Valley, il y a quand même quelques écoles, des entrepreneurs du numérique, qui volontairement mettent leurs enfants dans des écoles où il n'y a pas d'écran.
Alors ces Après, écoles ne bon, sont pas si c'est toujours des- reluisantes parce que c'est parfois des écoles Steiner-Waldorf Ouais. qui en France sont considérées quand même comme, sont surveillées par la Mivilude, donc Mivilude. la Mivilude, pardon, la Mivilude, donc comme potentiellement sectaires. Ok. Donc, mais voilà, c'est quand même révélateur. Tendance. C'est quand même révélateur d'une tendance de ces gens, ceux qui sont au cœur de la bête en quelque sorte. Ils ont bien compris que ce numérique, non seulement il n'était pas magique, mais qu'il pouvait être néfaste. Ok. Je vais te poser une dernière question assez globale. Donc du coup, Jean-Michel Blanquer prône l'école de la confiance, mais finalement, est-ce qu'on peut vraiment faire confiance aux gens du numérique en termes d'éducation? Ah ben non, on ne peut pas faire confiance aux gens du numérique en termes d'éducation parce que c'est pas leur métier quoi. La base, ça serait qu'on fasse confiance aux gens dont c'est le métier et puis qu'ils passent commande éventuellement aux industriels du numérique. Sauf que c'est pas comme ça que ça se passe quoi. C'est les industriels du numérique qui inventent des trucs, qui ont besoin que le marché continue de croître et continue d'être dynamique. Et donc, qui vont ensuite aller expliquer aux profs que tel machin numérique, ça serait très bien pour leur enseignement, alors qu'au départ, c'était pas pensé pour l'enseignement. Donc voilà. Hein, les tablettes n'ont pas été inventées pour, comme outil pédagogique. Les tablettes n'ont pas du tout été inventées pour ça. Mais maintenant, comme tout le monde a 12 tablettes, j'exagère un peu, mais c'est presque ça. C'est comment faire pour continuer à vendre des tablettes. Bon, là, il y a une première solution qui est qu'elles tombent en panne le plus vite possible, qu'on les casse et qu'on soit obligé d'en racheter. Et la deuxième solution, c'est extension du domaine de la tablette, quoi. Tablette partout. À l'école notamment, là il y a un marché, quoi. Voilà. Mais c'est pas des outils pédagogiques, quoi. Après, vous me direz, il y a des gens qui nous disent souvent ça quand on tient ce discours, c'est oui, le stylo ou le crayon, c'est pareil. Sauf que bon. Enfin bref, je trouve ça d'une mauvaise foi, ce type d'argumentaire. Parce que le silo, il n'a pas été pensé pour capter l'attention et les données. Ah non, donc le silo reste un outil. Un outil, ça peut être défini, on en parlait tout à l'heure là. Pour qu'il y ait un outil, il faut que ça soit un moyen d'atteindre un objectif qu'on s'est soi-même fixé de manière autonome. Pour que ça soit un outil, il faut aussi qu'on ait le choix de l'utiliser ou pas. Et pour que ça soit un outil aussi, il y a l'idée d'allègement de la vie, de libération, d'émancipation derrière. Voilà, si je prends un marteau, le marteau, je l'utilise pour un objectif précis. Si je veux, j'ai la possibilité de ne pas utiliser ce marteau. Et puis, ce marteau, il me fait gagner du temps, il m'évite de me taper sur les doigts avec un gros caillou, par exemple, ou un truc comme ça. Et là, ce dont on se rend compte, c'est que dans le domaine du numérique éducatif, on a 100 lieues de ça. On a un exemple très précis, là, dans l'académie, c'est cet environnement numérique de travail qui nous a été imposé, qui s'appelle ECLA. Et on se rend compte qu'en fait, ces environnements numériques de travail, donc dedans, c'est les cahiers textes, etc. On en parlait tout à l'heure, mise en relation entre profs, enseignants. On peut dire, oui, alors il y a un côté, en effet, qui est pratique. On peut donner un travail à faire pour les élèves, ils le récupèrent, etc. Eux-mêmes, ils mettent des travaux qu'ils ont pu faire, etc. Bon, on ne peut pas dire que ça soit totalement négatif. Mais quel est l'objectif principal? Ce n'est pas un objectif pédagogique, en fait. Pas les objectifs. Il y a un objectif qui est celui de contrôle de l'institution. Parce que par l'environnement numérique du travail, on peut faire des stats sur les profs. On peut savoir, on peut dire, tel prof, en moyenne, il a fait l'appel avec 17 minutes de retard. Il a rempli son cahier texte 43% du temps. Et ça, c'est pas ce que je vous dis, bon, les chiffres sont donnés au hasard, mais c'est des choses qui ont pu apparaître dans des entretiens entre des enseignants et leur hiérarchie, voire avec leur rectorat, quand il y a eu des soucis. C'est-à-dire, ça peut être utilisé réellement contre nous, c'est un outil de surveillance et de flicage réellement des personnels. Donc, ça correspond à notre agenda, on en a parlé, qui est l'agenda économique de l'EdTech, puisque cette société-là... ce nouvel ENT, il nous a été imposé à la rentrée, sans aucune consultation des enseignants. Et pourquoi? Parce qu'il y a un appel d'offres qui doit être renouvelé régulièrement par l'institution. Et plutôt que de s'appuyer sur le travail qui a été fait, parce qu'il y a beaucoup de travail qui ont été faits sur les précédents environnements numériques de travail, on nous impose ce truc-là. C'est une énième boîte de la EdTech qui faisait autre chose que de l'enseignement avant, et qui s'est dit, tiens, pourquoi pas dans le domaine de l'enseignement. Et en fait, ils nous vendent un produit en plus qui ne marche pas. Et il marche tellement pas qu'il n'arrive pas à gérer en fait la vie scolaire, c'est-à-dire son usage principal. Du coup, dans la plupart des établissements scolaires, non seulement on a ce truc qui s'appelle ECLA, mais on a en plus Pronote. Ce qui veut dire que ça fait une double dépense publique, une au niveau de la collectivité, une au niveau de l'établissement. En général, c'est réparti comme ça. Enfin, bon, ça peut être réparti autrement, mais il y a une double dépense publique pour finalement alimenter la EdTech.
Donc là, on se rend compte qu'on n'est plus dans un outil. En tout cas, c'est pas un outil entre les mains des enseignants, c'est un outil entre les mains de l'institution et de la EdTech pour contraindre les enseignants. On est à 100 lieues de l'émancipation, au contraire. Pour les enseignants, c'est tout le contraire. C'est quelque chose qui nous a imposé l'extérieur, qu'on doit utiliser de toute manière. On n'a pas le choix. Il faut l'utiliser. Et puis, ça ne nous libère pas, au contraire, ça nous contraint. On n'est plus du tout dans le domaine de l'outil. Donc, il ne faut pas faire confiance à ces gens-là. Il faut les critiquer, il faut vraiment s'en méfier et lutter contre eux. Et moi, je rajouterais quelque chose sur Jean-Michel Blanquer et l'école de la confiance et le numérique, c'est que il y a quelque chose qu'on essaye depuis le début de faire comprendre au grand public, et c'est un petit peu difficile, c'est parce qu'on a lu des choses comme quoi Blanquer était anti-numérique. Et il a fait un petit peu un coup d'éclat avec l'histoire de l'interdiction du téléphone portable là, dans les collèges là, et les écoles. Soit dit en passant, un téléphone portable qui n'est pas du tout interdit, hein, puisque la loi même prévoit qu'il puisse être autorisé dans un cadre du moment que c'est écrit dans le règlement intérieur. Et je pourrais vous donner des exemples de règlements intérieurs de collèges où en fait il y a des plages horaires d'utilisation qui sont autorisées, il y a des conditions, on peut les utiliser pour les activités pédagogiques. Alors qu'avant c'était strictement interdit. En fait, voilà. Exactement, le BYOD, Bring Your Own Device, voilà. Et donc, il a réussi à se faire passer pour un anti-numérique grâce à ça, ce qui, de son point de vue, était, pour flatter un certain type d'électorat, était une bonne chose. Et puis, qui a fait dire à certains pro-numériques que, quand même, Blanquer n'était pas gentil. Alors qu'en fait, non, il n'est pas anti-numérique, quoi. Il arrive à être à la fois pro-numérique, mais en fait, la différence, c'est qu'il, lui, il est pro-numérique parce qu'il veut que ça soit le secteur privé qui profite de ça. Donc il n'est pas anti-numérique du tout. C'est pas parce qu'il a voulu qu'il a fait un coup d'éclat médiatique sur cette histoire du portable qu'il est anti-numérique. Et ça, franchement, c'est vraiment un discours pénible à lire, de devoir lire il y a des collègues militants du numérique éducatif qui arrivent encore à dire que quand même, avec Blanquer, c'est difficile de faire du numérique éducatif. Moi, je comprends pas, quoi. Vraiment, pourtant, tout est mis en place pour faciliter l'entrée. Enfin, il n'y a qu'à voir ce que Christophe disait tout à l'heure, les plans académiques de formation. Il n'y a quasiment plus que des choses sur le numérique. On nous répète très souvent qu'il faut faire du numérique avec les élèves, que c'est important. Dans les nouveaux programmes de la réforme du lycée, il y a du numérique partout. Voilà, on ne peut pas dire qu'il est anti-numérique, quoi. C'est-à-dire qu'il montre à quel point on peut être réactionnaire en termes idéologiques et hyper moderne et pro-numérique, quoi. Contrairement à cette espèce de vieille lune qui voudrait que les gens qui prônent le numérique soient des espèces de libertaires. Forcément, bah non, il y a des réactionnaires comme Blanquer qui peuvent être très pro-numérique, quoi. Voilà. Dernière question. Un conseil pour les jeunes générations. 3 livres à conseiller. Pays de la mer. On s'arrête. Merci beaucoup. Merci bien.